L'origine de la Wehrmacht. Le 16 mars 1935 marqua le moment où l'Allemagne rompit définitivement avec les limitations du traité de Versailles. Ce jour-là, la petite armée d'après-guerre fut officiellement transformée en la Wehrmacht, une force qui regroupait le Heer, la Luftwaffe et la Kriegsmarine sous le commandement absolu d'Adolf Hitler. Mais cette proclamation ne surgit pas de nulle part. Pendant des années, le régime avait contourné les interdictions internationales au moyen de projets clandestins. Blindés enregistrés comme machines agricoles, aviation militaire camouflée sous des activités civiles et centres d'instruction secrets où se formaient pilotes, mécaniciens et cadres. Avec le rétablissement du service militaire obligatoire, la Reichswehr réduite fut absorbée par une structure bien plus vaste, soutenue par des usines comme Krupp et par des écoles adaptées aux nouveaux rythmes d'expansion. Durant ces mêmes années, naquit la Panzerwaffe et la Luftwaffe prit forme sous la direction de Göring. Tout cela donna naissance à une machine militaire moderne qui dépassa totalement les anciennes restrictions. Mais comment un réarmement d'une telle ampleur put-il progresser si longtemps sans être stoppé? Du armistice à Versailles, l'imposition du désarmement total de l'Allemagne. Lorsque le front occidental s'effondra à l'automne 1918, la structure militaire du Reich se trouva incapable de soutenir une défense prolongée. Les commandements qui avaient tenté de maintenir les lignes observèrent la perte rapide de position tandis que la pression combinée des Britanniques, des Français et des Américains dépassait les forces disponibles. Le manque de réserves préparées et l'usure continue empêchèrent toute récupération réelle. Dans ce contexte, la direction politique reçut des rapports signalant que poursuivre la guerre ne ferait qu'entraîner une destruction plus grande sans espoir d'inverser la situation. Les communications internes décrivaient une armée épuisée, dépourvue de capacités opérationnelles pour résister à de nouvelles offensives et avec des unités montrant des signes de désintégration. Alors que cette chute s'accélérait, l'appareil militaire tenta de rester organisé, mais les faits montraient que le système ne pouvait plus garder l'initiative. La retraite dans de nombreux secteurs se transforma en une série de replis continus avec des commandants intermédiaires essayant de réorganiser des troupes lourdement éprouvées. La situation suscita des débats dans les organes de décision, où l'on admit que prolonger le conflit n'apporterait aucun avantage stratégique. Ainsi fut encouragée la recherche d'un accord pour arrêter les combats et les représentants du gouvernement demandèrent officiellement un armistice. Lorsque l'armistice du 11 novembre fut signé, l'armée reçut des instructions précises sur les procédures pour abandonner les positions avancées, remettre certains matériels et se concentrer dans les points indiqués à l'avance par les Alliés. Le document réglementait chaque mouvement, depuis l'évacuation des territoires jusqu'au repli total vers des zones convenues à l'intérieur de l'Allemagne. Ces dispositions étaient présentées comme des mesures transitoires en attendant un traité définitif fixant les nouvelles obligations militaires. Durant ces mois, les autorités allemandes durent affronter la pression extérieure et une instabilité interne marquée par des protestations, des changements administratifs et la chute de l'ancien gouvernement impérial. Pendant l'hiver 1918 et les premiers mois de 1919, le pays vécut une profonde restructuration politique. Un nouveau système de gouvernement fut établi après l'abdication du monarque et des institutions furent formées pour tenter de rétablir le contrôle au milieu des grèves, affrontements armés et soulèvements de divers types. Les dirigeants civils durent affronter cette situation tout en attendant les conditions du traité qui définirait le cadre militaire du nouvel État. Les réunions internationales avançaient lentement, mais dès le début, il était évident que les puissances victorieuses cherchaient à réduire l'appareil militaire allemand au minimum. La délégation allemande ne reçut que des informations partielles pendant que les Alliés finalisaient les points spécifiques concernant la taille de l'armée, l'organisation autorisée et la liste complète de l'armement permis. À la mi-1919, la conférence réunie à Paris remit aux représentants allemands le texte final du futur accord. Les pages consacrées aux questions militaires figuraient dans les articles numérotés 159 à 213. On y imposait l'obligation de limiter les forces terrestres à un contingent fixe de 100 000 hommes. Il était également stipulé que seules 7 divisions d'infanterie et 3 de cavalerie pouvaient exister, toutes soumises à un commandement strictement limité. Le document interdisait toute structure ressemblant à un état-major général
et ordonnait la dissolution des organismes qui avaient coordonné la planification militaire pendant la guerre. De même, il prévoyait l'élimination des chars, de l'artillerie lourde, des pièces à longue portée et des armes capables d'attaquer à grande distance. Les restrictions incluaient la renonciation totale à une force aérienne militaire. Il était indiqué que le pays ne pouvait conserver ni escadrons de combat, ni appareils de reconnaissance, ni bombardiers, ni appareils destinés à des fonctions militaires. Cette interdiction s'accompagnait de la remise ou de la destruction de l'équipement aéronautique restant et de l'interruption de toute production future d'avions à usage militaire. Dans le même esprit, il était interdit de construire, posséder ou utiliser des sous-marins, que ce soit pour l'attaque ou la défense, et il était ordonné de remettre immédiatement ceux qui se trouvaient encore en territoire allemand après l'armistice. Le traité précisait que les armes chimiques et les installations liées à leur fabrication devaient être éliminées sous supervision internationale. La fabrication de munitions et de matériel militaire était limitée à des usines préalablement autorisées, dont l'activité pouvait être inspectée à tout moment par les organismes alliés. Pour garantir l'application, une commission interalliée fut créée pour visiter dépôts, usines et casernes. Ses membres pouvaient exiger des documents, vérifier les inventaires, surveiller les mouvements d'unités et s'assurer du respect de chaque disposition. Les visites étaient annoncées avec peu de préavis et les autorités allemandes avaient l'obligation de faciliter l'accès complet à toute installation liée à l'ancien appareil militaire. Pendant l'imposition de ces normes, le processus de démobilisation avançait dans le pays. Les commandants devaient libérer de grandes quantités de personnel, réorganiser les unités restantes et les réduire à la limite fixée. Les ordres envoyés aux districts militaires expliquaient comment chaque étape devait être exécutée, depuis la suspension des recrutements jusqu'au transfert du matériel vers les points indiqués par la Commission internationale. Les anciens corps d'armée furent dissous et remplacés par des structures bien plus petites, et les centres de formation furent soumis à de nouvelles règles limitant sévèrement le nombre d'officiers actifs. Dans plusieurs régions, le retrait ordonné se combina avec des tensions locales. Le manque de ressources et l'incertitude politique provoquèrent des troubles dans des villes où les soldats revenaient sans système clair de réintégration. Les gouvernements régionaux tentèrent de maintenir la discipline, mais la pénurie de fournitures et la pression de groupes armés compliquèrent cet objectif. Tout cela se produisait tandis que les délégués allemands à Paris tentaient en vain d'adoucir certains articles, les puissances victorieuses insistant pour conserver chaque point sans modification importante. Lorsqu'il fut annoncé que le traité devait être accepté sans changement, le nouveau gouvernement allemand évalua le risque de reprendre les combats face à un ennemi largement supérieur. Les rapports militaires indiquaient que le pays n'avait pas la capacité de résister à une offensive conjointe et la situation économique rendait impossible la poursuite d'un conflit prolongé. Finalement, les autorités approuvèrent la signature et le texte entra en vigueur, imposant l'application immédiate des limites militaires. Les procès-verbaux de réception décrivirent la remise systématique du matériel exigé et la vérification alliée dans les arsenaux et les usines. Dans les cercles militaires, la réduction à 100 000 membres provoqua tensions et débats. Beaucoup d'officiers quittèrent le service faute de poste, tandis que d'autres cherchaient à rester dans le nouveau schéma. Les discussions au sein du commandement portaient sur la manière de réorganiser une force réduite devant respecter les directives imposées. Ces réunions internes, consignées dans des rapports remis au gouvernement civil, reflétaient une préoccupation constante, préserver au moins un noyau professionnel garantissant une continuité minimale. Cependant, l'application stricte des normes limitait toute tentative d'élargissement des capacités ou de maintien des anciennes structures. Dans les mois suivant la signature, la Commission internationale intensifia ses inspections. Ses représentants visitèrent dépôts d'armes, ateliers ferroviaires, installations de transport et anciennes casernes. Ils examinèrent également des documents d'unités encore en cours de dissolution. La supervision fut constante et détaillée, car les Alliés voulèrent s'assurer qu'aucune arme ou équipement non déclaré ne subsiste. Les responsables militaires allemands devaient fournir des rapports réguliers et répondre à des questions précises sur les mouvements de matériel et de personnel. Les tensions politiques internes se poursuivirent pendant l'application de ces obligations.
Des groupes de différentes orientations exprimèrent leur rejet des termes signés et le gouvernement fut confronté à des protestations remettant en question la légitimité de l'accord. Malgré cela, les autorités maintinrent la ligne du respect pour éviter des représailles ou sanctions supplémentaires. La situation dans les rues était complexe, mais les responsables de l'administration militaire continuèrent à travailler dans les limites imposées pour éviter une détérioration supplémentaire. Durant cette période, les nouvelles structures militaires s'étaient en grande partie ajustées à ce que prévoyait le document. Le nombre d'effectifs avait été réduit conformément aux exigences et l'inventaire des armes montrait une capacité minimale. L'ancien personnel, n'ayant pas pu rester en service, se tourna vers d'autres voies dans une société marquée par le chômage et l'incertitude. Les dirigeants militaires continuèrent d'envoyer à Berlin des rapports sur la situation, soulignant les difficultés d'adaptation à un cadre aussi restrictif tout en insistant sur la nécessité de préserver un petit corps d'officiers expérimentés en planification et conduite de troupes. Les directives internationales restèrent fermes et les inspections se poursuivirent durant les années suivantes. Le pays fut soumis à un système de surveillance et de contrôle limitant toute tentative de reconstituer une capacité militaire comparable à celle d'avant la Grande Guerre. Avec le traité en vigueur, l'ancienne armée impériale laissa place à une force réduite, surveillée par des puissances déterminées à empêcher la reconstruction d'un appareil militaire puissant. Dans cet environnement, la vie militaire allemande fut conditionnée par un ensemble de règles marquant le début d'une période totalement différente. Reichswehr, la structure réduite qui cachait un projet plus vaste. À la fin de 1919, alors que la majeure partie de la réduction imposée par les puissances victorieuses avait déjà été effectuée et que l'armée allemande commençait à se stabiliser autour du nombre maximum autorisé, l'attention se tourna vers la tâche consistant à transformer ce petit contingent en une force stable, professionnelle et pleinement intégrée dans le cadre institutionnel de la République. Ce fut alors que commença la période au cours de laquelle la Reichswehr adopta sa forme définitive, avec un commandement central clair, une administration ordonnée et un groupe réduit d'officiers sélectionnés selon des critères très stricts. Cette sélection déterminerait la culture interne de l'armée durant toute la décennie suivante. Le gouvernement définit alors une structure devant s'ajuster à la taille autorisée, tout en cherchant à conserver un haut niveau de qualité dans tous les postes. Le président de la République se trouvait au sommet de la chaîne de commandement, tandis que le Reichswehrminister assumait la gestion quotidienne de l'institution. Sous cette autorité fut organisée la Heeresleitung, l'office dirigeant l'armée de terre, et la Marineleitung, chargée de la petite force navale encore existante. À partir de ce schéma, la Reichswehr commença à fonctionner comme un corps unifié, comprenant des branches parfaitement délimitées et subordonnées au pouvoir civil. La réorganisation se basa sur le maintien des seules unités indispensables pour fonctionner dans la limite autorisée d'effectifs. Les divisions d'infanterie et de cavalerie furent réparties dans des régions militaires coïncidant avec les anciens corps d'armée, ce qui permit d'utiliser des infrastructures déjà connues. Chacune de ces régions fut placée sous l'autorité d'un commandant responsable de l'instruction, de la discipline et de l'administration locale. Bien que le nombre de troupes fût très inférieur à celui du passé, on s'efforça de doter toutes les zones de personnel capables de remplir les fonctions essentielles et de maintenir un niveau d'instruction de base. La petite taille de l'institution obligea à établir un processus de sélection strict. Les candidats devaient représenter une trajectoire irréprochable, connaître les procédures modernes et démontrer une capacité à assumer des responsabilités prolongées, puisque le service fut fixé en période longue pour éviter une rotation constante. L'objectif était de créer une force composée de soldats restant assez longtemps pour acquérir une solide expérience et la transmettre aux nouvelles recrues. La continuité devint ainsi un élément central de l'identité de la Reichswehr. Une fois la structure définie, l'administration militaire fut répartie entre plusieurs bureaux spécialisés. L'un des plus importants fut le Truppenamt, qui servait de centre de coordination pour les questions d'organisation, d'instruction et d'opération. Bien que le traité interdit de maintenir l'ancien état-major, cette section assuma beaucoup de ses fonctions par un travail discret, ne violant pas les limites formelles. Le Truppenamt élabora des règlements, ajusta des procédures et supervisa l'instruction, ce qui lui donna une influence décisive au sein de la structure générale. Un autre organe essentiel fut le Waffenamt, chargé de gérer le matériel autorisé.
Sa mission consistait à contrôler les réserves, organiser les acquisitions et établir des normes pour l'entretien du matériel disponible. Les inspections d'armes et d'unités complétèrent ce travail par des vérifications périodiques garantissant que tout fonctionnait dans les marges autorisées. Ces bureaux, ainsi que les inspections spécialisées, permirent à l'armée de maintenir une administration complexe malgré sa taille réduite. Le ministère établit également des mécanismes pour garantir la discipline interne, en particulier à une époque où les tensions politiques demeurèrent fortes dans tout le pays. Les requêtes et plaintes des soldats devaient être adressées directement au Reichswehrminister, qui avait l'autorité d'intervenir dans des cas individuels lorsque cela était jugé nécessaire. Ce mode de supervision visait à éviter des situations comme celles ayant eu lieu dans les mois suivant la fin de la guerre, lorsque des unités entières avaient agi sans contrôle central. Le nouveau système cherchait à garantir que chaque membre de l'armée réponde aux institutions légales et non à des influences politiques externes. Cette période coïncida avec de graves conflits au sein de la République et la Reichswehr dut intervenir à de nombreuses reprises pour préserver l'ordre. Bien que la force disposât d'un mandat limité, de nombreuses autorités régionales dépendaient d'elle pour contenir des troubles et affrontements violents. Ces interventions augmentèrent la visibilité de l'armée et renforcèrent son rôle d'instrument du gouvernement, bien qu'elles aient généré des tensions avec des secteurs critiquant l'usage de forces militaires pour résoudre des problèmes internes. Malgré cela, la stabilité du pays dépendit largement de ces interventions constantes. Au début de 1923, la situation politique et économique s'aggrava encore avec la crise de la rure et l'hyperinflation. La Reichswehr dut assumer des tâches supplémentaires liées à la protection d'installations, au transport de fournitures et à la surveillance de zones où l'on craignait un soulèvement. Mais cette période critique permit au commandement d'insister sur la nécessité de séparer définitivement les fonctions militaires des tâches de sécurité interne. Une fois les tensions les plus graves maîtrisées, la direction de l'armée déclara à la fin de l'année qu'il fallait désormais se concentrer exclusivement sur les affaires militaires et réduire au minimum les interventions dans les conflits politiques ou sociaux. Cette décision eut un impact direct sur la formation des officiers et sous-officiers. L'instruction devait se concentrer sur le maintien du professionnalisme des cadres sans que les unités soient entraînées dans les querelles internes du pays. Le système éducatif militaire fut ajusté en fonction de ces nouvelles priorités. Les écoles devaient préparer les futurs commandants à diriger de petites unités capables de remplir des fonctions spécifiques dans des limites strictes. L'objectif était de préserver un niveau d'efficacité permettant de réagir à d'éventuelles crises sans augmenter le nombre de troupes. Les restrictions externes influencèrent également la disponibilité des centres d'instruction. Beaucoup d'académies fermèrent par ordre des puissances victorieuses, de sorte que la formation dut être concentrée dans moins d'installations et adaptée aux nouvelles conditions. Dans ce cadre, l'expérience accumulée par les instructeurs devint plus importante que jamais, car ils devaient compenser le manque d'écoles par un entraînement quotidien dans les unités réparties dans tout le pays. La continuité de la formation militaire dépendit de la discipline interne et de la capacité des commandants à maintenir une routine constante. La marge de manœuvre réduite poussa l'institution à développer des méthodes permettant de conserver des connaissances techniques et administratives sans violer les clauses imposées. La centralisation des archives, rapports et règlements garantit que toute modification ou ajustement soit enregistré et puisse servir à la formation. Ce flux interne de documentation contribua à maintenir une cohérence entre les différentes branches de l'armée et à éviter que le manque d'effectifs ne provoque des divergences entre régions. Chacune de ces mesures contribua à faire de la Reichswehr un corps professionnel cohérent, capable d'opérer dans des limites strictes sans perdre en efficacité. La structure réduite exigea une administration précise, une sélection rigoureuse du personnel et une supervision détaillée de chaque domaine. De 1919 à 1924, l'armée se construisit sur ces bases, consolidant une identité institutionnelle centrée sur la discipline, la continuité et l'adaptation à un cadre légal conditionnant chaque aspect de son existence. Cette période coïncida avec de graves conflits au sein de la République et la Reichswehr dut intervenir à de nombreuses reprises pour préserver l'ordre. Bien que la force disposât d'un mandat limité, de nombreuses autorités régionales dépendaient d'elle pour contenir des troubles et affrontements violents.
Ces interventions augmentèrent la visibilité de l'armée et renforcèrent son rôle d'instrument du gouvernement, bien qu'elles aient généré des tensions avec des secteurs critiquant l'usage de forces militaires pour résoudre des problèmes internes. Malgré cela, la stabilité du pays dépendit largement de ces interventions constantes. Au début de 1923, la situation politique et économique s'aggrava encore avec la crise de la rure et l'hyperinflation. La Reichswehr dut assumer des tâches supplémentaires liées à la protection d'installations, au transport de fournitures et à la surveillance de zones où l'on craignait un soulèvement. Mais cette période critique permit au commandement d'insister sur la nécessité de séparer définitivement les fonctions militaires des tâches de sécurité interne. Une fois les tensions les plus graves maîtrisées, la direction de l'armée déclara à la fin de l'année qu'il fallait désormais se concentrer exclusivement sur les affaires militaires et réduire au minimum les interventions dans les conflits politiques ou sociaux. Cette décision eut un impact direct sur la formation des officiers et sous-officiers. L'instruction devait se concentrer sur le maintien du professionnalisme des cadres sans que les unités soient entraînées dans les querelles internes du pays. Le système éducatif militaire fut ajusté en fonction de ces nouvelles priorités. Les écoles devaient préparer les futurs commandants à diriger de petites unités capables de remplir des fonctions spécifiques dans des limites strictes. L'objectif était de préserver un niveau d'efficacité permettant de réagir à d'éventuelles crises sans augmenter le nombre de troupes. Les restrictions externes influencèrent également la disponibilité des centres d'instruction. Beaucoup d'académies fermèrent par ordre des puissances victorieuses, de sorte que la formation dut être concentrée dans moins d'installations et adaptée aux nouvelles conditions. Dans ce cadre, l'expérience accumulée par les instructeurs devint plus importante que jamais, car ils devaient compenser le manque d'écoles par un entraînement quotidien dans les unités réparties dans tout le pays. La continuité de la formation militaire dépendit de la discipline interne et de la capacité des commandants à maintenir une routine constante. La marge de manœuvre réduite poussa l'institution à développer des méthodes permettant de conserver des connaissances techniques et administratives sans violer les clauses imposées. La centralisation des archives, rapports et règlements garantit que toute modification ou ajustement soit enregistré et puisse servir à la formation. Ce flux interne de documentation contribua à maintenir une cohérence entre les différentes branches de l'armée et à éviter que le manque d'effectifs ne provoque des divergences entre régions. Chacune de ces mesures contribua à faire de la Reichswehr un corps professionnel cohérent, capable d'opérer dans des limites strictes sans perdre en efficacité. La structure réduite exigea une administration précise, une sélection rigoureuse du personnel et une supervision détaillée de chaque domaine. De 1919 à 1924, l'armée se construisit sur ces bases, consolidant une identité institutionnelle centrée sur la discipline, la continuité et l'adaptation à un cadre légal conditionnant chaque aspect de son existence. Dans ce contexte, l'armée chercha des méthodes discrètes pour préserver des compétences techniques officiellement interdites. Ce processus n'impliquait pas le développement de capacités complètes, mais la conservation de connaissances fondamentales dans le cadre légal. Pour ce faire, SICT autorisa certains groupes à travailler avec des dispositifs et outils qui, sans violer la réglementation, permettaient de maintenir des compétences liées à des fonctions plus avancées. Ces groupes opéraient dans des installations supervisées où étaient menées des épreuves de maintenance et des évaluations de procédures. La direction de l'armée promut également des relations académiques avec des centres techniques du pays. Elle établit des contacts avec des instituts spécialisés et des écoles d'ingénierie pouvant fournir des études sur les matériaux, la conception de base et les procédés améliorant le fonctionnement d'équipements autorisés. Ces liens facilitaient le maintien à un niveau convenable de mise à jour pour les officiers ayant une formation technique, sans compromettre les obligations imposées de l'extérieur. À partir des analyses recueillies au cours des premières années, SICT établit des directives sur la manière dont l'armée devait réagir face à des situations complexes. Lors de ces réunions internes, il soulignait que chaque officier devait être capable de réorganiser ses forces si la situation changeait. Cette approche renforçait l'idée de commandement flexible qu'il mit tant en avant dans ses rapports. Chaque document élaboré dans son entourage montrait l'intention de faire en sorte que l'armée récupère une capacité d'initiative sans dépendre exclusivement du plus haut échelon. Tout en intégrant ces pratiques, SICT maintint des conversations avec différents départements
pour définir comment l'armée pouvait tirer parti des ressources disponibles dans le pays. Ces négociations incluaient des aspects administratifs, l'attribution de fonctions techniques et la réorganisation des bureaux chargés du matériel. Sa priorité était de maintenir un groupe de spécialistes répartis de manière équilibrée, afin d'éviter que le savoir technique ne se concentre en un seul endroit. Le processus d'étude de la guerre précédente se poursuivit durant toute la décennie. Les groupes d'analyse élaboraient des rapports rassemblant des expériences acquises lors des opérations de 1914, 1915 et des campagnes ultérieures. Ces documents étaient classés par thèmes tels que l'emploi de l'infanterie, la coordination avec l'artillerie autorisée et les mouvements opératifs sous pression. Ils révisaient également des cas de rupture de ligne ou de perte de cohésion afin d'identifier des erreurs pouvant être corrigées à l'avenir. Sur le plan international, SICT analysa avec prudence la possibilité d'établir des perspectives techniques avec d'autres pays. C'est dans ce contexte que furent établis des liens discrets permettant d'échanger des informations dans des domaines très spécifiques. Selon les données documentées dans Faustian Bargain, ces années virent la conclusion d'accords limités facilitant l'accès à des espaces où étaient effectuées des épreuves de caractère technique. Les activités se déroulaient dans des installations situées hors du territoire national, ce qui permettait de travailler avec des équipements officiellement interdits à l'intérieur du pays. Les officiers envoyés dans ces installations participaient à des exercices où l'on observait les effets de différents types d'armements et où étaient recueillies des données sur le fonctionnement mécanique. Ces programmes faisaient partie d'un cadre de coopération incluant l'étude de véhicules et dispositifs destinés à améliorer la mobilité, quelque chose qui ne pouvait être développé sur le territoire national en raison des restrictions en vigueur. De plus, ces échanges permettaient d'évaluer des méthodes de travail appliquées dans les forces armées du pays hôte. Les conclusions des activités internationales étaient transmises au département technique de l'armée pour être intégrées à leurs propres études. Cela renforçait l'intention de SICT de maintenir à jour le savoir militaire sans compromettre la légalité formelle. Les rapports rassemblaient des observations sur les manœuvres, les défaillances constatées dans les mécanismes testés et les améliorations possibles dans le fonctionnement des unités spécialisées. Avec le temps, les analyses accumulées et les réformes introduites consolidèrent une structure disciplinée qui parvint à conserver son niveau professionnel malgré les conditions extérieures. Les décisions de SICT durant les années 20 marquèrent la façon dont les commandements s'organisaient, comment le personnel était formé et quelles méthodes étaient utilisées pour étudier les expériences de guerre. Ces aspects furent essentiels pour la configuration d'une armée cherchant à maintenir sa capacité opérationnelle sans enfreindre les obligations imposées après le conflit mondial. Le jour qui changea tout, Hitler et l'armée face à leur première épreuve de pouvoir. Au début de 1933, l'armée allemande fonctionnait encore dans le cadre limité hérité de l'après-guerre, bien qu'elle conservât une structure interne disciplinée. Le 30 janvier, l'arrivée d'Adolf Hitler au poste de chef du gouvernement ouvrit un scénario totalement nouveau pour l'institution militaire. Dès le premier jour, le nouveau dirigeant chercha à se présenter au commandement comme quelqu'un disposé à améliorer la position de l'appareil armé au sein de l'État. Dans les semaines qui suivirent, les représentants du gouvernement réorganisèrent des ministères, supprimèrent des obstacles administratifs et modifièrent la composition des organismes responsables de la supervision des affaires militaires. Immédiatement, le ministre de la Défense, Werner von Blomberg, gagna une autorité qu'il n'avait jamais eue sous la République de Weimar, et cela avec le soutien explicite du nouveau chef de l'exécutif. Un moment clé fut la réunion du 3 février 1933, lorsque Hitler exposa devant les commandements supérieurs son intention de renforcer l'appareil militaire à condition que la direction de l'armée coopère avec son projet politique. Lors de cette rencontre, les officiers entendirent des promesses de soutien institutionnel et constatèrent que le gouvernement était disposé à lever des obstacles imposés durant les années précédentes. Ce geste suscita une disposition favorable au sein de la haute hiérarchie militaire, qui était fatiguée de restrictions internes et de tensions politiques accumulées au cours de la décennie passée. Blomberg, profitant de ce climat, renforça sa présence au sein du cabinet et parvint à consolider le poids du ministère de la Défense dans le nouveau régime. Le processus de réorganisation durant les premiers mois toucha les structures civiles et militaires.
Les autorités adoptèrent des mesures symboliques reliant directement l'armée aux emblèmes du nouveau gouvernement. On autorisa l'usage des couleurs et de la musique officielle du régime lors des actes publics, et l'on introduisit des modifications administratives facilitant la communication entre le ministère et la tête de l'État. Parallèlement, on accorda à l'institution une marge pour se concentrer sur ses fonctions militaires sans interférence d'autres organes du pays. Au sein des unités, on adopta des normes internes reflétant la nouvelle orientation politique. Alors que se produisait ce rapprochement entre le gouvernement et l'armée, la présence de la SA augmenta rapidement. Cette organisation, dirigée par Ernst Röhm, avait rassemblé un nombre énorme de membres durant l'année 1933 et assumait des fonctions générant des tensions avec l'institution professionnelle. La SA intégrait sous son contrôle d'autres associations paramilitaires, dont le Stahlhelm, ce qui renforçait son influence. La croissance continue de ce corps inquiétait les commandements militaires, qui observaient comment Röhm cherchait un rôle pouvant entrer en conflit avec le monopole formel de l'usage des armes. La Reichswehr dépendait partiellement de la SA pour certaines activités d'instruction, ce qui augmentait la sensation de vulnérabilité au sein de l'institution. Dans ce contexte, Blomberg tenta de maintenir un équilibre entre son alliance avec le gouvernement et la défense de la position de l'armée face à la SA. Bien que le régime utilisât la SA pour renforcer son pouvoir interne, les commandements militaires voyaient que la taille colossale de l'organisation en faisait un concurrent dans le domaine militaire. Röhm évoquait sans relâche ses aspirations et ne cachait pas son intention de remodeler le système armé à son avantage. Ces affirmations suscitaient l'inquiétude des officiers, qui craignaient que toute réforme menée par Röhm n'affecte directement la structure professionnelle de l'institution militaire. Le climat de tension entre la SA et l'armée se maintint tout au long de 1933 et se dégrada à mesure que Röhm renforçait sa position. La haute hiérarchie de la Reichswehr observait comment le dirigeant paramilitaire cherchait à influencer l'élaboration des politiques de sécurité et la distribution interne du pouvoir. Le risque pour l'armée était évident. Si la SA parvenait à devenir la force dominante au sein de l'État, l'institution professionnelle serait subordonnée ou même évincée. Cette possibilité poussait les officiers à suivre de près l'évolution politique et à maintenir la nécessité d'assurer un lien direct avec Hitler. Dans la première moitié de 1934, la relation entre Hitler, Röhm et les commandements de l'armée atteignit un point critique. Les officiers informaient périodiquement Blomberg des mouvements internes de la SA et de l'insistance de son dirigeant à réclamer davantage d'autorité. Ces nouvelles alimentèrent l'idée que la Reichswehr avait besoin d'une solution éliminant le danger interne. La situation devint intenable lorsque les hauts commandements confirmèrent que la rivalité avec la SA pouvait déboucher sur une confrontation ouverte. Durant ces mois, les rapports signalaient une détérioration constante de la relation entre Röhm et les fonctionnaires de l'État chargés de la coordination des affaires de sécurité. La réponse du régime arriva le 30 juin 1934. Ce jour-là, Hitler lança une série d'arrestations et d'exécutions visant la haute direction de la SA et d'autres figures considérées comme une menace pour le gouvernement. Au cours de cette opération furent également assassinés les généraux Kurt von Schleicher et Ferdinand von Bredow. Pourtant, les commandements militaires ne réagirent pas contre la purge. Pour l'institution, le geste du chef du gouvernement signifiait l'élimination du rival qui avait remis en question son existence même. Avec la disparition de Röhm et de la direction de la SA, l'armée retrouva sans obstacle la condition de force armée exclusive de l'État. La purge eut des effets immédiats. Le 13 juillet 1934, Hitler déclara publiquement que seule l'institution militaire reconnue par l'État était autorisée à porter des armes. Cette décision consacra formellement la suprématie de la structure professionnelle sur toute organisation du parti. Les officiers interprétèrent cette annonce comme la confirmation que le gouvernement soutiendrait la continuité d'une armée disciplinée et éloignée des ambitions paramilitaires. Elle renforça également l'idée que la relation avec le chef de l'exécutif était entrée dans une nouvelle phase où l'armée jouissait d'une position assurée. Après l'élimination de son principal adversaire interne, l'institution soutint ouvertement le gouvernement. Blomberg loua le chef de l'exécutif pour avoir empêché une possible guerre interne et souligna que la stabilité du pays dépendait du travail conjoint des autorités civiles et des commandements militaires.
La déclaration du ministre consolida l'alliance entre l'armée et le régime, tandis que la SA perdait toute importance dans les affaires militaires. La purge montra clairement que le contrôle de la force reposerait désormais sur la structure professionnelle, ce qui augmenta la marge de manœuvre de l'armée dans les mois suivants. À la fin de 1934, le processus de politisation des forces armées avait déjà commencé. Les commandements introduisirent des cours de formation idéologique visant à adapter le personnel au nouveau langage officiel. Les unités incorporèrent des cérémonies et des symboles associés au régime et l'on appliqua des critères raciaux reflétant les priorités de l'État. Ces mesures montraient comment l'armée s'intégrait progressivement à la structure politique dominante sans perdre son caractère professionnel. Le changement institutionnel ne se limita pas aux symboles. Le régime supprima des barrières légales et des restrictions diplomatiques ayant limité l'activité militaire sous la République précédente. L'institution retrouva la liberté de réorganiser des bureaux, de réviser des programmes internes et d'ajuster son administration. L'élimination de la SA permit au commandement de se concentrer sur leurs propres décisions sans la pression d'une organisation parallèle. Ainsi, l'armée renforça son autorité et réduisit le risque d'interférences extérieures. Durant cette période, les relations entre l'armée et le gouvernement se firent plus étroites. Les commandements constataient que le chef de l'exécutif se fiait de plus en plus à la structure militaire pour consolider l'ordre interne. L'élimination des rivaux assura qu'aucune organisation ne puisse concurrencer le contrôle de la sécurité. En même temps, l'institution armée adopta une attitude favorable envers le régime en raison des avantages obtenus. À la fin de 1934, la collaboration entre les deux parties était solidement établie. L'armée avait surmonté la menace d'une organisation paramilitaire cherchant à s'imposer dans son espace, et le gouvernement avait assuré sa domination politique avec le soutien des commandements. La relation née au cours de ces 2 années marqua un changement profond dans l'histoire militaire du pays et prépara le terrain pour des décisions ultérieures qui transformeraient la structure des forces armées dans les années à venir. Wehrmacht, la naissance légale d'une force renouvelée. Pendant les premiers mois de 1935, le gouvernement prit des décisions qui modifièrent complètement la situation légale des forces armées. Jusqu'à ce moment, l'institution restait limitée par les dispositions acceptées après la guerre, bien que, ces dernières années, le régime eut retiré des obstacles administratifs et créé un climat favorable pour réorganiser les structures internes. En mars, les autorités annoncèrent que le pays abandonnait définitivement les restrictions militaires établies dans le traité signé en 1919. Ce communiqué avait une dimension publique qui n'avait jamais été vue auparavant, car pour la première fois, il était déclaré ouvertement que la direction de l'État considérait terminer la période de limitations internationales. La décision impliqua que l'armée retrouva la liberté d'élargir sa taille, de réviser son organisation et de planifier une croissance qui, jusqu'alors, était interdite. L'annonce provoqua une réaction immédiate dans les organismes diplomatiques d'autres pays, mais à l'intérieur du territoire, elle signifia le passage d'un cadre restreint à un scénario d'expansion ouverte. Le ministère de la Défense commença à rédiger de nouvelles normes pour adapter l'institution à son rôle élargi. Les documents officiels signalaient que l'objectif était de créer une force armée de plus grande portée et dotée d'une structure moderne. Ces mesures furent rédigées dans des décrets publiés au cours de l'année et diffusées par des instructions adressées aux unités de tous les niveaux. L'un des changements centraux fut l'introduction formelle du service militaire obligatoire. Le gouvernement le présenta comme une procédure nécessaire pour soutenir un appareil armé de grande envergure. Cette mesure fut adoptée au moyen d'une loi qui établissait la durée de la période d'instruction, l'âge d'incorporation et les mécanismes de sélection. La mesure modifia complètement le système interne car l'institution avait fonctionné pendant des années avec un nombre limité d'effectifs. Elle devait désormais intégrer un flux constant de recrues provenant de différentes régions. Pour cela, les centres de formation furent réorganisés, les dépendances élargies et des programmes d'entraînement adaptés au nouveau volume de personnel furent établis. Le décret qui réintroduisait ce service assigna également des responsabilités spécifiques au ministère de la Défense pour garantir que chaque contingent reçoive une instruction uniforme. Les commandements de district assumèrent des tâches de supervision pour coordonner l'arrivée des recrues et assurer que les délais soient respectés.
L'entrée de milliers de jeunes dans les casernes obligea à créer de nouvelles couches logistiques et administratives, ce qui, à son tour, impulsa l'expansion des corps chargés des fournitures, des infrastructures et du personnel. L'augmentation des effectifs transforma la vie interne de l'armée, qui cessa d'être une institution réduite pour devenir un organisme ayant une présence massive dans tout le pays. Cette même année, les responsables des affaires militaires annoncèrent que la dénomination traditionnelle serait remplacée par un nouveau nom. L'armée cesserait d'être connue sous le nom de Reichswehr et adopterait la désignation de Wehrmacht. Cette modification n'était pas seulement symbolique, elle reflétait l'intention de construire un appareil armé unifié doté d'une capacité bien supérieure à celle de la structure précédente. La nouvelle dénomination apparaissait dans les documents officiels, les rapports administratifs et les communications internes adressés aux unités et aux bureaux locaux. Le changement fut intégré dans des actes ministériels et dans des règlements distribués entre les différents niveaux de commandement. La transition d'une armée limitée à une force élargie impliqua de réviser le nombre de divisions, la distribution territoriale et les fonctions assignées à chacune des branches. Le ministère établit de nouveaux commandements régionaux pour gérer l'augmentation du personnel et les états-majors des unités existantes furent réorganisés. Les commandements reçurent des instructions pour préparer les cadres d'officiers chargés de diriger les groupes de recrues et de coordonner les phases d'instruction. Au cours de l'année, des manuels et des normes de procédure furent rédigés, détaillant la structure des nouveaux corps et la manière dont ils devaient s'intégrer dans le système élargi. L'augmentation du nombre d'effectifs obligea à revoir le calendrier des exercices et des manœuvres. Des activités furent planifiées pour permettre de vérifier l'intégration des nouveaux contingents et leurs performances dans différents terrains. Pour cela, des zones d'entraînement plus vastes furent assignées et des ressources furent distribuées afin de faciliter la mobilisation des unités nouvellement formées. En outre, les plans d'instruction furent actualisés pour inclure des pratiques destinées à améliorer la coordination entre groupes nouvellement incorporés et unités vétérans. Ces exercices furent réalisés sous la supervision de hauts commandements qui évaluaient la capacité d'adaptation de l'institution au rythme de croissance. Dans le domaine administratif, le ministère de la Défense émit des communications adressées aux bureaux nationaux pour ajuster la gestion du personnel. Les instructions détaillaient la manière d'enregistrer les nouvelles recrues, d'organiser leur affectation et de maintenir à jour l'état de chaque contingent. Des départements furent créés pour contrôler le flux de personnel, analyser la distribution par région et détecter les besoins spécifiques en équipement. L'incorporation massive de jeunes exigea également d'élargir les services médicaux, administratifs et logistiques qui soutenaient chaque unité. Pendant ce processus, le gouvernement promut des réunions périodiques entre représentants militaires et civils pour coordonner l'application des nouvelles normes. Dans ces réunions étaient discutés des sujets tels que la disponibilité des installations, la répartition des ressources et la vitesse d'application de la loi sur le service obligatoire. La transition devait se faire de manière ordonnée, et les documents officiels insistaient sur la nécessité de maintenir une structure claire et cohérente. Les autorités voulaient s'assurer que chaque région puisse absorber l'augmentation des effectifs sans générer de problèmes d'organisation. Avec l'élargissement légal des forces armées, le pays envoya un signal clair à l'extérieur sur son intention de retrouver un rôle militaire plus important. Dans les discours officiels, les représentants de l'État expliquaient que ces mesures répondaient aux besoins de garantir la sécurité et la stabilité. Les puissances étrangères réagirent avec préoccupation, mais à l'intérieur du territoire, le processus avança sans interruption. L'institution militaire interpréta ces changements comme la confirmation définitive que la période de restriction était terminée et qu'une nouvelle phase commençait, dans laquelle elle pouvait agir avec plus d'indépendance. Au niveau interne, le changement de dénomination et le service obligatoire transformèrent la distribution du personnel. Le nombre d'officiers augmenta pour couvrir les nouvelles positions de commandement et ceux qui faisaient déjà partie de l'institution reçurent des responsabilités supplémentaires. Les centres d'instruction adaptèrent leurs programmes aux nouvelles exigences et des systèmes furent établis pour évaluer le rendement des recrues pendant la période de formation. Une fois l'instruction initiale terminée, les jeunes étaient affectés à des unités opérationnelles où ils poursuivaient leur préparation sous supervision directe.
L'expansion ouverte de l'armée exigea également de coordonner des tâches liées aux entrepôts, aux fournitures et au transport. De grandes quantités d'équipements de base devaient être mobilisés pour vêtir, loger et entraîner les nouveaux contingents. De plus, il était nécessaire de réorganiser l'entretien des installations et d'adapter les infrastructures pour accueillir des milliers de recrues. Ces activités augmentèrent la taille des bureaux chargés du soutien interne et le ministère émit des directives spécifiques pour garantir que les ressources soient utilisées de manière efficace. Tout au long de l'année, les hauts commandements informèrent le gouvernement de l'état d'application du service obligatoire et de l'élargissement structurel. Les rapports soulignaient les avancées dans le rythme d'incorporation, le respect des objectifs et l'intégration progressive des recrues dans les unités. Des ajustements furent également enregistrés dans les zones où la croissance du personnel dépassait la capacité initiale des casernes. Les autorités civiles et militaires recherchèrent des solutions immédiates pour ces situations, comme l'élargissement d'installations temporaires ou la redistribution de contingents entre régions proches. L'application du programme d'expansion culmina avec la consolidation d'une force armée renouvelée. À la fin de 1935, l'institution était devenue un appareil structuré avec un nombre d'effectifs bien supérieur à celui de l'année précédente. La présence de la dénomination Wehrmacht dans les documents internes et les communications officielles reflétait la fin d'une période marquée par des limitations internationales et le début d'une phase dans laquelle l'appareil armé retrouvait un rôle central au sein de l'État. La supervision constante du gouvernement garantissait que le processus avança rapidement et l'institution militaire assuma la nouvelle échelle organisationnelle comme partie fondamentale de son fonctionnement. Le serment au Führer, quand la loyauté cessa d'être envers l'État. À la mi-1934, les autorités décidèrent de modifier l'une des bases formelles qui avait défini la relation entre l'institution militaire et l'État. Jusqu'à cette année, les soldats étaient obligés de prononcer un engagement dirigé vers la Constitution et les institutions officielles. Ce texte avait été hérité de la période précédente et exprimait que la loyauté de l'uniforme devait se maintenir envers l'ordre légal établi. En août 1934, cette formule disparut complètement. À partir de ce moment, l'obligation ne s'adressait plus à la structure étatique, mais à une figure individuelle. La mort du président Paul von Hindenburg permit au gouvernement de réorganiser les fonctions supérieures du pays. Dans ce contexte, le commandement politique annonça que les militaires devraient prononcer une formule complètement nouvelle. Le texte présenté établissait que chaque membre de l'armée devait s'engager directement envers Adolf Hitler. La directive fut communiquée au moyen de décrets officiels qui indiquaient que l'engagement antérieur était aboli et que la nouvelle version entrait en vigueur immédiatement. Ce changement transforma la nature du lien entre l'institution et le gouvernement, car le serment passait d'un engagement envers l'autorité constitutionnelle à une obligation envers une personne qui concentrait le pouvoir. Les sources décrivent que cette nouvelle formule avait un contenu clair et précis. Le document obligeait soldats et officiers à obéir à Hitler sans condition et à soutenir ses décisions. Le texte plaçait le chef du gouvernement au centre de la structure de loyauté et transformait l'acte de jurer en un engagement direct qui n'incluait aucune mention à l'État, à la loi ou à des institutions supérieures. Cette réécriture de l'engagement représenta un tournant par rapport à la tradition professionnelle qui avait caractérisé l'armée, car l'institution avait maintenu historiquement un sens d'appartenance lié à des structures formelles plutôt qu'à une figure isolée. La directive fut diffusée dans les casernes de tout le pays au moyen d'ordres qui expliquaient la nouvelle obligation. Les commandements reçurent des instructions pour organiser des cérémonies dans lesquelles tous les membres devaient prononcer la formule. Dans les documents internes, fut enregistrée la nécessité de faire respecter la procédure dans toutes les unités sans exception. Les ordres précisaient également que le serment devait être prononcé de manière publique et formelle, ce qui renforçait l'idée que le nouveau lien avait un effet pratique immédiat dans la vie militaire. Les chroniques signalent que, dans de nombreux endroits, des actes simultanés furent organisés pour s'assurer que l'ordre soit respecté dans une même période. Houet décrit que la mesure généra des effets profonds dans la culture interne de l'armée. L'obligation de répondre à une personne modifia le sens de responsabilité individuelle
car le devoir ne s'articulait plus à travers un cadre institutionnel doté de contrôles et de normes préalables. Désormais, l'obéissance était dirigée vers un dirigeant qui concentrait l'autorité politique et militaire. Ce déplacement eut des conséquences pratiques dans la manière dont les commandements comprenaient leurs fonctions, car la structure hiérarchique était désormais liée au pouvoir personnel du dirigeant. Le serment faisait que toute instruction émise depuis le sommet acquérait un poids moral et disciplinaire différent de celui qu'elle avait eu dans les périodes antérieures. Le processus affecta également les officiers qui avaient développé leur carrière sous la République de Weimar. Beaucoup d'entre eux étaient habitués à un modèle de loyauté reposant sur des institutions formelles. En remplaçant la référence à l'État par une promesse à Hitler, la culture professionnelle commença à s'orienter vers le suivi direct des décisions du chef du gouvernement. Wett souligne que ce changement réduisit la distance entre le pouvoir politique et la structure militaire, car la nouvelle formule plaçait l'institution sous une subordination explicite sans nécessité de mécanismes légaux supplémentaires. Ainsi, le serment renforça l'autorité personnelle d'Hitler au sein des forces armées. Dans les casernes, la mesure produisit diverses réactions. Certains commandements interprétèrent le changement comme une expression naturelle du nouveau système politique, tandis que d'autres observèrent que l'acte avait des implications modifiant des principes traditionnels de l'armée. Cependant, les sources coïncident pour dire que la formule fut acceptée et appliquée sans résistance organisée. La discipline interne et la structure hiérarchique facilitèrent l'exécution rapide du processus. Les ordres arrivaient depuis les niveaux supérieurs et les officiers de chaque unité se chargèrent de garantir que la cérémonie soit réalisée conformément à ce qui était établi. Les rapports envoyés au ministère enregistraient que la procédure avait été accomplie dans toutes les régions. Le nouveau texte généra également des conséquences dans la relation entre supérieurs et subordonnés. L'obligation d'obéir à Hitler sans condition influença la manière dont les officiers transmettaient les ordres. La chaîne de commandement fonctionnait comme un canal assurant que chaque instruction reçue d'en haut avait un appui direct dans le serment prononcé. Cette situation réduisit les espaces d'interprétation personnelle qui avaient existé dans les époques précédentes. Comme l'explique Wett, la formule convertissait la volonté du dirigeant en un point de référence situé au-dessus de toute considération institutionnelle. Les sources indiquent également que la mesure avait une composante sociale qui allait au-delà de la discipline interne. En s'engageant à obéir à Hitler, les soldats devenèrent partie d'un système dans lequel le leadership politique et l'institution militaire étaient unis de manière explicite. Cette union avait des effets dans la perception publique de l'armée, car l'institution apparaissait alignée avec la figure qui gouvernait le pays. Ainsi, le serment intégrait les militaires dans le cadre politique du régime, non seulement au niveau opérationnel, mais également au niveau symbolique. La réaction à l'intérieur du corps des officiers montre que le changement fut assumé comme une obligation de caractère officiel qui devait être accomplie sans questionnement. Des documents cités par Wett indiquent que certains commandements interprétèrent la nouvelle formule comme une garantie de stabilité, considérant que le dirigeant avait l'autorité nécessaire pour maintenir l'ordre dans le pays. Pour d'autres, la mesure signifiait que l'armée restait liée à des décisions qui ne passaient pas par les procédures habituelles. Cette diversité de perceptions ne généra pas de conflit, car la discipline interne exigeait le respect de l'ordre sans manifestation de désaccord. En termes pratiques, le serment personnel eut un effet direct sur la structure mentale de l'institution. L'idée d'obéissance absolue envers Hitler renforça une culture dans laquelle la volonté du dirigeant ne pouvait être remise en question depuis l'intérieur. Wett montre que cette situation fut déterminante pour comprendre comment les officiers réagirent à des décisions politiques ultérieures, car l'engagement prononcé en 1934 créa un cadre de devoir qui conditionna le comportement de l'institution dans des situations critiques. La loyauté envers le dirigeant devint un élément central de l'identité militaire, déplaçant l'ancienne relation fondée sur des normes constitutionnelles. La mesure affecta également la manière dont les soldats du rang comprenèrent leurs fonctions. Le serment leur rappelait que leurs devoirs étaient directement liés aux dirigeants. Dans de nombreuses unités furent organisées des sessions pour expliquer la signification de la nouvelle formule et les commandements insistèrent pour que toute action s'ajuste à cette obligation. Bien que le processus ne généra pas de résistance ouverte, il transforma l'ambiance interne.
La présence constante du nom d'Hitler dans l'acte de s'engager renforçait la place centrale que la figure du dirigeant occupait dans le système. À la fin de 1934, le processus était complètement implanté. Les rapports ministériels signalaient que toutes les unités avaient réalisé la cérémonie et que la nouvelle formule faisait partie des procédures habituelles. L'institution avait abandonné le modèle d'engagement envers l'État et répondait désormais directement à une autorité qui concentrait les fonctions politiques et militaires. Wett souligne que cette étape eut des effets profonds dans les années suivantes, car l'armée resta subordonnée aux décisions d'un dirigeant qui ne possédait aucune limite institutionnelle. Tout commença avec cette modification formelle, un acte qui changea le cadre conceptuel de l'obéissance au sein de l'institution et définit la relation entre l'armée et le pouvoir durant le reste de la décennie. Le commandement centralisé, le jour où naquit l'OKW. Quand, en mai 1935, la nouvelle loi de défense fut mise en œuvre, le système militaire allemand fut placé sous la subordination directe du chef de l'État. Cette réglementation accorda à Adolf Hitler le poste d'Oberster Befehlshaber, ce qui faisait de son autorité l'instance ultime en matière de forces armées. À partir de ce moment, toute décision stratégique ou administrative devait remonter jusqu'à lui, et l'ancienne structure héritée fut obligée de fonctionner avec cette hiérarchie comme base. Dans les mois suivants, ce changement formel provoqua des ajustements au sein de chaque branche, qui devait s'adapter à une direction où la figure centrale laissait moins de place aux organismes intermédiaires. Dans l'armée de terre, l'Oberkommando des Heere, OKH, conserva d'abord le poids qu'il avait depuis l'époque du Reichswehr. Mais cette influence commença à coexister avec des tensions internes. Le commandement du Heer tentait de préserver son rôle traditionnel de noyau professionnel, tandis que d'autres bureaux liés à l'ancienne administration militaire cherchaient à élargir leur participation dans la conduite de la force. Parmi eux se trouvait le Wehrmachtamt, un organisme qui gérait les affaires communes entre les armes et qui cherchait à devenir un véritable outil de coordination. Cette coexistence engendra des rivalités constantes, surtout lorsque surgissaient des questions relatives à qui devait contrôler la préparation à un futur conflit. Les chefs du Heer, dirigés par le général Werner von Fritsch, observaient comment l'équilibre antérieur se modifiait. À ses côtés, des figures comme le général Beck considéraient que l'armée de terre devait conserver la capacité de planifier et de conduire des opérations sans intervention extérieure. En même temps, au Wehrmachtamt, Wilhelm Keitel et Alfred Jodl voyaient l'occasion d'équilibrer l'OKH au moyen d'une structure qui donnerait forme à une conduite commune. Ces heures, bien que encore contenues, montraient que le système hérité de la phase antérieure commençait à être dépassé par la réorganisation politique en cours. Au cours de 1936 et 1937, cette lutte s'exprima dans une série de mémorandums, propositions de réorganisation et discussions internes qui affectaient la relation entre les branches de l'armée. Le Heer défendait sa primauté traditionnelle dans la prise de décision, tandis que le Wehrmachtamt avançait la nécessité d'un point de liaison plus étroit avec le chef de l'État. La marine, dirigée par l'amiral Erich Raeder et les commandements de la force aérienne, qui fonctionnaient déjà avec leur propre autonomie, montrèrent également des réserves face à toute modification susceptible de réduire leurs compétences. Chaque groupe tentait de préserver ses espaces d'autorité, mais le dernier mot revenait à Hitler, qui évaluait ces tensions selon la convenance du régime. Dans ce contexte, le pouvoir politique renforça son intervention directe dans la structure militaire. Le contact continu entre Hitler et Keitel facilita le fait que le Wehrmachtamt devienne de plus en plus dépendant du chef de l'État, ce qui modifia l'équilibre qui existait entre les branches. Bien qu'il n'y eût pas encore d'organisme central unifié, les mouvements internes annonçaient une transformation plus grande. La conduite future cesserait d'être la compétence exclusive du Heer, qui voyait son autorité historique commencer à se réduire. Début 1938, un événement accéléra le changement. Le départ du ministre de la Guerre, Werner von Blomberg, et la destitution presque simultanée du commandant de l'armée de terre, Fritsch, laissèrent l'état-major sans référence majeure. Cette double chute permit à Hitler de réorganiser toute la structure militaire sans la résistance habituelle. L'élimination des deux postes ouvrit un espace qui, jusque-là, n'avait pas existé.
Avec ce vide à la tête de l'appareil militaire, Hitler supprima le ministère de la guerre, une institution qui avait fonctionné pendant des années comme élément de médiation entre les forces armées et l'État. Le 4 février 1938 fut publié le décret qui officialisait la nouvelle organisation. Ce document établissait que le chef de l'État assumerait personnellement la direction totale de la force armée sans intermédiaire ministériel. Pour soutenir cette nouvelle structure, l'Oberkommando der Wehrmacht, OKW, fut créé comme bureau chargé de gérer les questions centrales de l'ensemble militaire. L'organisme absorba les fonctions auparavant exercées par le ministère disparu et assuma la responsabilité de transmettre les ordres d'Hitler à chaque branche. À partir de ce moment, toute décision stratégique devait être acheminée par l'OKW. La direction du nouveau bureau fut confiée à Wilhelm Keitel, qui occupa un poste équivalent à celui d'un coordinateur général de la force armée. Sous sa direction fut organisé un groupe de travail qui allait bientôt devenir le noyau opérationnel du système, le Führungsstab, dirigé par Jodl. Ce corps était responsable d'élaborer des évaluations, de préparer des rapports pour le chef de l'État et d'assurer la liaison avec chaque branche lorsque surgissaient des questions touchant l'ensemble. La position de Keitel garantissait que les décisions sortaient directement de la direction politique vers les commandements militaires, sans obstacle formel. Avec la création de l'OKW, la relation entre les branches changea complètement. Le Heer conserva son propre haut commandement, mais resta subordonné à un bureau qui répondait immédiatement devant Hitler. La marine et la force aérienne maintinrent leurs structures internes, bien qu'elles dussent se coordonner avec l'OKW pour toute question concernant l'ensemble de la force armée. Cette subordination, définie par des décrets postérieurs, plaça le chef politique au-dessus de l'appareil professionnel qui avait caractérisé le Reichswehr et la première étape du Heer dans les années précédentes. En avril 1938, Keitel présenta un mémorandum détaillant la manière dont devait fonctionner la nouvelle organisation. Ce document expliquait comment l'OKW servirait de centre de coordination générale et comment les responsabilités seraient distribuées entre les différents bureaux. Hitler approuva cette approche, ce qui consolida la position de l'OKW comme instance centralisant le flux d'informations et d'ordre. Avec cette approbation, la longue dispute entre l'OKH et l'ancien Wehrmachtamt fut résolue en faveur du nouvel organisme. Un décret supplémentaire, publié en mai de la même année, définit clairement les tâches de l'OKW. Le texte établissait son rôle dans la préparation du pays à un futur conflit, la supervision administrative et la coordination directe avec chaque branche. Bien que les trois armes aient conservé leur haut commandement spécifique, le nouveau schéma garantissait que la direction générale résidait dans un bureau subordonné de manière absolue à Hitler. L'ancienne structure, fondée sur l'autonomie relative du Heer, avait été remplacée par un système dans lequel le pouvoir politique contrôlait directement tous les niveaux. Entre 1935 et 1938, la transformation fut si profonde que la conduite militaire passa d'un modèle fondé sur l'ancienne autorité professionnelle à un autre où la direction politique occupait la place centrale. L'OKW devint l'outil permettant de maintenir ce contrôle et d'assurer que les décisions stratégiques parviennent aux branches sans médiations indépendantes. Bien que chaque arme conservât sa hiérarchie interne, la direction ultime se concentra dans la figure du chef de l'État, qui utilisa le nouveau bureau pour renforcer son autorité sur la force armée. Avec cette réorganisation, le système militaire allemand entra dans une étape régie par un commandement unique, où l'influence préalable des chefs professionnels fut remplacée par une structure conçue pour répondre exclusivement au pouvoir politique. Les cieux interdits de Göring, la création cachée de la Luftwaffe. Lorsque les années 1920 avançaient et que les limitations imposées au pays continuaient de bloquer tout développement aérien visible, l'idée de créer une force aérienne clandestine commença à circuler dans des cercles restreints de l'armée, une force qui ne laisserait aucune trace directe. Les études internes de ces années montraient que l'aviation avait acquis un poids décisif dans la guerre récente, et pour plusieurs figures influentes, il devenait évident que le pays ne pouvait pas continuer à dépendre uniquement d'une structure militaire fondée sur l'infanterie et l'artillerie. L'aviation civile, protégée légalement, offrait un terrain idéal pour établir des équipes, des écoles et des cadres techniques sans attirer l'attention internationale.
Les documents analysés dans Germany and the Second World War expliquent comment, dès le milieu de la décennie, fut promu un système de formation parallèle dans lequel pilotes, navigateurs et mécaniciens étaient préparés sous des couvertures civiles. La base de cette stratégie consistait à camoufler l'entraînement militaire dans des activités apparemment commerciales et à utiliser des aéroclubs, des lignes intérieures et des fabricants civils comme façade pour créer des réserves de personnel formés. Tout cela exigeait une coordination continue entre commandement de l'armée et responsables d'entreprises aéronautiques qui recevaient des instructions concernant les modèles, les capacités et les charges utiles à intégrer discrètement dans leur conception. À partir de 1925, des contacts systématiques commencèrent avec l'Union soviétique, où des installations éloignées permirent de développer des essais interdits dans le pays même. Ces accords reposaient sur un échange très spécifique. Accès au terrain d'essai en échange d'un transfert technique utile également à la partie soviétique. Cette période permit d'examiner moteurs, fuselages expérimentaux et procédures avancées sans violer formellement le cadre diplomatique en vigueur. Les essais n'avaient pas un caractère massif, mais jouèrent un rôle décisif en générant des connaissances qui seraient ensuite essentielles. Les données obtenues dans ces installations devenaient des rapports techniques envoyés au bureau chargé de planifier une future force aérienne. Ces rapports incluaient des calculs de consommation de carburant, de comportement à moyenne altitude, de résistance structurelle et de tactique d'approche. Chaque élément était évalué afin d'être intégré dans une force aérienne qui n'existait pas encore publiquement, mais qui nécessitait des paramètres précis pour être viable. Dans cet environnement de préparation clandestine, Hermann Göring commença à occuper une place de plus en plus déterminante. Bien que connu pour sa trajectoire antérieure, son ascension dans ces questions se consolida lorsqu'il obtint une responsabilité directe dans les affaires aériennes au sein du nouveau contexte politique du début des années 1930. La biographie d'Irving signale que Göring voyait dans l'aviation un instrument alliant prestige, pouvoir et capacité stratégique, et il promut dès le départ une expansion qui devait rester cachée jusqu'à ce que le contexte interne permette de l'exposer publiquement. Pour lui, construire une force aérienne exigeait de contrôler non seulement les pilotes, mais aussi les usines, le carburant, les matériaux, les aérodromes et les centres de conception. Les études du MGFA montrent qu'entre 1933 et 1935, la structure industrielle aéronautique connut une transformation accélérée. Les entreprises qui avaient survécu grâce à des contrats civils reçurent des commandes discrètes supervisées par des fonctionnaires militaires qui examinèrent les modèles, testaient les prototypes et ajustaient les spécifications selon les données provenant des essais réalisés en territoire soviétique. Irving décrit que Göring consacrait du temps à rencontrer personnellement les chefs de ces industries, cherchant à assurer leur loyauté et à accélérer la livraison d'appareils qui devaient encore rester sous la plus stricte réserve. Cette période marqua également une augmentation notable de la formation des pilotes. Les textes du MGFA expliquent que, sous des intitulés civils, furent ouvertes des écoles où le nombre d'heures de vol augmentait chaque année. Les instructeurs, soigneusement sélectionnés, prenaient des notes détaillées sur les manœuvres, les temps de virage, la réponse des moteurs et la formation d'escadrilles qui opéraient comme des groupes sportifs. Chaque exercice avait une dimension militaire, même s'il se présentait comme une routine civile. L'un des éléments les plus importants de ces années fut la création de dépôts logistiques adaptés pour soutenir une force aérienne qui ne pouvait pas encore exister officiellement. Des pièces détachées, moteurs, outils et carburants furent rassemblés dans des entrepôts distribués de manière à ne pas attirer l'attention. Les documents du MGFA montrent que la planification suivait un schéma progressif, tenant compte du moment où l'aviation secrète pourrait passer à un état visible, avec la capacité de se déployer rapidement. En parallèle, les recherches techniques progressaient à un rythme soutenu. Les ingénieurs travaillaient sur des configurations d'ailes, des renforts de fuselage et des systèmes de refroidissement, souvent inspirés des données obtenues grâce à la coopération avec les installations soviétiques. Faustian Bargen décrit que l'Union soviétique profita également de cet échange pour sa propre modernisation. Mais pour les techniciens allemands, il constitua surtout un laboratoire sans restriction. La biographie de Göring souligne que, en consolidant sa position politique,
Il obtint l'autorité nécessaire pour diriger personnellement l'expansion aérienne, imposant des décisions concernant les acquisitions, la construction de pistes, l'attribution des ressources et la sélection des dirigeants. Pour lui, l'aviation devait devenir un instrument capable d'opérer dans n'importe quel scénario, et il exerça une pression pour accélérer la production d'appareils, élargir les écoles et doubler le nombre de techniciens qualifiés. Entre 1934 et 1935, les volumes du MGFA confirment que se multiplièrent les structures destinées à officialiser ce qui, pendant des années, avait été construit dans le silence. L'évolution administrative de cette période montre que le projet né dans la clandestinité était déjà prêt à se présenter comme une force aérienne moderne. Entreprises, instructeurs, ingénieurs, pilotes et commandements disposaient d'un réseau presque complet qui pouvait se transformer en une organisation nationale sans partir de zéro. La violation directe des restrictions imposées en 1919 fut documentée en détail dans diverses recherches historiques. Chaque étape, des prototypes, écoles, accords extérieurs et achats clandestins jusqu'à l'expansion industrielle, enfreignait le cadre légal en vigueur. Cependant, ces infractions n'étaient pas improvisées, mais résultaient d'une planification soutenue commencée une décennie plus tôt et qui trouva en Göring son principal moteur dans la phase finale du processus. Les études spécialisées soulignent que la présentation publique de cette force aérienne n'aurait pas été possible sans l'apprentissage accumulé depuis 1925. Les manuels d'entraînement, les pratiques de vol, l'ingénierie aéronautique et la logistique étaient déjà en place avant que l'existence de l'aviation militaire soit reconnue ouvertement. Ainsi, lorsque le pays présenta sa nouvelle arme aérienne, celle-ci ne naissait pas de rien, mais d'une décennie complète d'essais et de travail silencieux. L'ensemble de ces actions, entraînement clandestin, accords extérieurs, développement industriel, renforcement de l'aviation civile comme couverture et centralisation sous Göring, constituent l'axe du chapitre attesté par les sources. Tout au long de ces 10 années fut formée la base matérielle, technique et organisationnelle qui transforma une structure invisible en une force aérienne moderne. Les recherches du MGFA et les descriptions d'Irving s'accordent à dire que ce processus non seulement défia les impositions internationales, mais permit aussi qu'au moment d'annoncer son existence, l'aviation militaire dispose déjà de personnel expérimenté, d'usines préparées et de commandements ayant travaillé ensemble depuis des années. Ainsi se clôturait un cycle commencé secrètement au milieu des années 20, soutenu par des accords discrets, des entraînements camouflés et une industrie habituée à produire sous des limites formelles. À l'arrivée de 1935, la structure était prête à fonctionner sans déguisement et la figure de Göring était devenue l'axe politique et administratif de cette construction. Cette période, reconstruite à partir des sources officielles et des recherches spécialisées, révèle comment une force aérienne moderne fut créée alors qu'il était encore illégal d'en reconnaître l'existence. Le moteur caché du Reich, doctrine, usine et guerre en marche. À la fin des années 20, un processus silencieux de révision des méthodes et des objectifs émergea dans le milieu militaire allemand, impulsé par des commandements cherchant à tirer parti des leçons de la guerre précédente. À partir de 1927, commencèrent à circuler des analyses qui examinaient les erreurs et les réussites du conflit récent afin d'en extraire des conclusions pratiques. Ces études n'étaient pas diffusées ouvertement, mais au sein des groupes de planification, elles devinrent une référence habituelle pour actualiser l'instruction quotidienne. On y insistait sur le fait que toute force moderne devait agir avec rapidité, maintenir ses commandements bien informés et coordonner des unités capables de se déplacer avec flexibilité, de manière à ce que l'initiative de chaque échelon corresponde à l'intention supérieure. Cette approche s'élargit tandis que les officiers les plus jeunes discutaient d'exercices et de simulations cherchant à recréer des environnements changeants, où la capacité d'adaptation devenait un facteur décisif. Au cours de ces mêmes années se poursuivaient les discussions avec des techniciens d'origine soviétique qui participaient à des projets conjoints. Cette coopération permettait de travailler dans des espaces discrets où les deux pays expérimentaient des procédures qui influenceraient plus tard leur mode d'action. Les installations communes servaient à tester du matériel, ajuster des systèmes et étudier comment intégrer de nouvelles armes dans des manœuvres de plus en plus dynamiques. Ces contacts furent maintenus avec discrétion,
bien qu'ils aient permis d'élargir la vision des officiers allemands qui prenaient note de ce qu'ils apprenaient pour l'incorporer dans leurs propres règlements. Au début des années 30, les essais destinés à évaluer les performances de petites unités dans des conditions exigeantes augmentèrent. Les responsables de l'instruction insistaient pour que ces pratiques ne se limitent pas à des exercices de manuel, de sorte que les scénarios proposés obligeaient souvent à réagir sans instruction détaillée, en utilisant les informations disponibles sur le terrain. Chaque résultat était examiné avec soin, enregistrant mouvements, temps de réaction et décisions de commandement. Ces données constituaient la base de rapports qui, sans se présenter comme une doctrine fermée, orientaient l'évolution de la pensée militaire vers des concepts centrés sur la vitesse, la coordination et l'exploitation des opportunités. Parallèlement, l'économie allemande entra dans une phase où certains secteurs industriels commencèrent à recevoir des commandes décrites sur le papier comme des projets civils, mais qui en pratique répondaient à un objectif différent. Des entreprises comme Krupp travaillaient sur des modèles à utilité duale, adaptant des procédés et des matériaux pouvant être utilisés immédiatement en cas d'ordre étatique plus vaste. Messerschmitt avançait dans des conceptions aéronautiques offrant des solutions techniques innovantes, tandis que Daimler-Benz perfectionnait des moteurs fournissant une puissance suffisante pour des applications futures encore impossibles à préciser publiquement. Ces activités étaient structurées par des contrats semblant ordinaires, mais comportant des clauses pouvant se transformer en programmes plus vastes sans délai, ce qui facilitait la préparation de l'industrie à répondre dès que la politique fixerait une nouvelle orientation. À partir de 1933, ces secteurs industriels accélérèrent leur rythme. La réorganisation interne permit à des départements auparavant séparés de commencer à coordonner approvisionnement, processus de fabrication et délais de livraison, ce qui réduisait les coûts et évitait les doublons. Les ministères concernés révisaient des listes, corrigeaient des spécifications et envoyaient des directives centrées sur des objectifs précis reliant les goulets d'étranglement à des investissements ciblés. À la fin de 1934, une grande partie des usines clés avait augmenté sa capacité, créant un réseau capable de soutenir des extensions sans altérer la façade administrative de chaque entreprise. L'expansion suivait un schéma planifié s'intégrant à la stratégie étatique visant à préparer un appareil productif hautement spécialisé. En parallèle, dans le domaine informatif, on travaillait à présenter au public une image renouvelée du soldat allemand. On cherchait à associer l'armée à la discipline, l'efficacité et le sens des responsabilités, renforçant l'idée que la nouvelle force armée représentait un élément central de la cohésion du pays. Pour cela, les responsables de la communication examinaient soigneusement quelles photographies seraient publiées, quels récits apparaîtraient dans la presse et comment les exercices militaires seraient décrits. On sélectionnait des scènes montrant l'ordre dans les rangs, la précision des manœuvres et une esthétique soignée transmettant confiance. Le matériel approuvé était diffusé par journaux, actualités filmées et revues spécialisées, de manière à fournir au public un message cohérent sur la qualité de l'armée et son rôle dans la vie nationale. Cette construction narrative façonnait les perceptions sans nécessité d'élaborations rhétoriques explicites. Pendant ce temps, dans les casernes, on perfectionnait des entraînements où différentes armes agissaient conjointement. L'expérience accumulée les années précédentes permettait de combiner des déplacements rapides avec un appui-feu précis, tirant parti de communications plus efficaces. Les instructeurs insistaient pour que chaque unité comprenne sa fonction au sein de l'opération globale, car la coordination était devenue une priorité afin d'obtenir une supériorité locale au moment décisif. L'objectif était d'exploiter les ouvertures, tirer parti des brèches et obliger l'adversaire à réagir dans des conditions défavorables. Ces principes ne se présentèrent pas encore comme un système fermé, mais constituaient le fondement de ce qui serait ensuite associé à la manière allemande de faire la guerre. La structure économique continua de se renforcer entre 1935 et 1937, avec des investissements visant à étendre des chaînes de montage produisant des composants essentiels dans des délais toujours plus courts. Les entreprises coordonnaient leurs livraisons afin de minimiser les temps morts et garantir l'arrivée des matériaux au moment nécessaire. Ce réseau industriel reposait sur des incitations étatiques, réduisant les risques financiers et permettant d'expérimenter de nouveaux procédés sans compromettre la stabilité de l'entreprise.
Ainsi se consolida un écosystème capable de soutenir une croissance accélérée en cas de besoin d'une expansion plus grande. Au cours de ces mêmes années, on perfectionna les méthodes d'entraînement, multipliant les exercices où infanterie, artillerie et unités mobiles agissaient en série. La pratique constante permettait au commandement de vérifier la réaction des troupes face aux imprévus, ajustant les ordres de manière à ce que l'initiative individuelle demeure compatible avec le plan général. Les rapports générés après chaque manœuvre étaient envoyés à des bureaux où l'on comparait les résultats, identifiant des schémas utiles pour élaborer de futures instructions. Cette séquence d'essais, d'évaluation et de modification donna naissance à un ensemble de connaissances diffusées à travers les échelons de l'armée sans besoin de textes doctrinaux rigides, chaque officier apprenant à interpréter la situation de manière pratique. À l'horizon de 1938, la machinerie industrielle était prête à soutenir des efforts prolongés et l'appareil politique décida de l'utiliser dans des scénarios concrets. Les forces armées devaient démontrer leur capacité à se déplacer rapidement, occuper des positions clés et exécuter des opérations coordonnées dans des territoires liés aux intérêts de l'État. En Autriche, la présence militaire avança sans résistance significative, montrant que les lignes de commandement fonctionnaient avec précision sur le terrain. Plus tard, dans la zone tchèque, les troupes reçurent l'ordre d'occuper des points préalablement étudiés, réalisant des mouvements combinant marche, concentration d'unités et déploiement dans des zones stratégiques. Ces actions servirent de preuve pratique de la capacité acquise au cours de la décennie précédente. En 1939, l'occasion se présenta de mettre en fonctionnement l'ensemble de l'appareil militaire et économique construit durant les années antérieures. L'intervention en Pologne montra comment les principes de mobilité, de coordination et de rythme élevé pouvaient être appliqués dans un théâtre d'opérations réel. Les unités franchirent les frontières avec des tâches définies, enchaînant des manœuvres d'avancée avec un soutien provenant de différentes armes. La rapidité d'exécution empêcha l'adversaire de réorganiser des lignes de défense cohérentes et en quelques jours, il apparut clairement que la combinaison d'entraînement, d'industrie renforcée et de planification centralisée conférait à la Wehrmacht une puissance jusque-là inimaginable. L'année 1939 clôt ainsi une étape de plus d'une décennie où idées, structures et ressources s'alignèrent pour produire un instrument militaire capable d'intervenir dans divers scénarios avec une efficacité inconnue en Europe depuis la Grande Guerre précédente. Les épreuves en Autriche, en Tchécoslovaquie et en Pologne devinrent la preuve la plus évidente que le processus engagé dans les années 20 avait transformé l'armée allemande en une force n'ayant plus besoin de dissimuler sa portée. L'Allemagne entrait sur le seuil d'un conflit plus vaste avec une machinerie doctrinale, industrielle et opérationnelle prête à imposer son rythme au continent.